Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNdev. Et cette semaine, nous allons réconcilier le passé avec le présent puisque nous allons voir ensemble comment on peut construire une plateforme d'échange avec d'un côté un vieux protocole de transfert de fichiers que vous connaissez probablement tous et toutes qui s'appelle le FTP pour File Transfer Protocol et de l'autre côté quelque chose de plus actuel qui s'appelle S3 et qui a été développé par Amazon. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que dans le cadre d'une mission pour un client, nous avons besoin de construire une plateforme d'échange avec des anciens systèmes qu'on ne peut pas faire évoluer et qui ont comme possibilité uniquement d'utiliser le FTP. C'est pas sécurisé comme on le voudrait, y ont fait mieux depuis, mais n'empêche que ce vieux système, AS400 pour ne pas le nommer, eh bien, ne permet pas de se connecter en S3. Et de l'autre côté, nous avons des applications modernes, développées avec Symfony, mais avec d'autres technologies, pourquoi pas, qui elles sont en capacité d'utiliser S3 et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser le FTP et c'est beaucoup plus sécurisé. Et donc, on s'est posé la question de comment avoir un endroit pour centraliser les accès sans avoir à faire trop de bidouilles pour faire d'un côté un accès FTP, des copies de fichiers, les rendre accessibles sur S3. Bref, ça peut rapidement devenir une machine à gaz. Et là, je vais vous présenter bien le résultat d'un POC, un Proof of Concept que j'ai réalisé pour ce client. Pour le moment, on ne l'a pas mis en production. Donc, évidemment, il y aurait probablement des ajustements à faire pour la mise en production, mais l'idée est là et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous intéresse. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Allez, je me mets en petit et j'ai ouvert la page Wikipédia du FTP. Pourquoi est-ce que je l'ai ouvert? Parce que regardez ce protocole, il date du 16 avril 1971. À l'époque, on n'avait même pas encore Internet, ou en tout cas, on était loin d'imaginer qu'aujourd'hui on aurait Internet dans la poche avec un smartphone. Et bien pourtant, il y a des gens qui avaient imaginé le transfert de fichiers FTP au-dessus d'un réseau TCP/IP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui s'intéressent au réseau vont comprendre de quoi je parle. Donc ça, c'est le point de départ. Ce vieux protocole, pardon, qui est toujours utilisé aujourd'hui, et le protocole, qui n'en est pas vraiment un, parce que ce n'est pas un protocole, mais il est devenu quasiment de fait un quasi standard dans le stockage objet, le stockage de fichiers qu'on appelle objet, et c'est le service d'Amazon qui s'appelle S3. Mais nous n'allons pas utiliser Amazon aujourd'hui, nous allons héberger notre propre système qui est compatible avec Amazon S3. L'avantage, c'est qu'il y a plein de solutions qui ont déjà implémenté la discussion avec ce standard disponible. Donc Amazon, si on voit dans la page Wikipédia, ça nous parle de 2007, donc vous voyez que c'est déjà une technologie qui a fait ses preuves, hein. Ça fait quelques années déjà que ça grossit. Et désormais, ben oui, c'est un standard hein, que vous devez, j'imagine, déjà utiliser dans vos applications. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire cette fameuse passerelle? On va utiliser un outil qui s'appelle Minio. Hop, Minio, hop, est-ce que je peux aller directement voilà, sur la page d'accueil de Minio? Hop, on va aller sur la page d'accueil ici. Minio, c'est quoi? C'est un serveur S3. Ok, c'est le principe très simple. Il vous permet de servir des fichiers statiques en étant complètement compatible avec le stockage objet de S3. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que si on va farfouiller dans la doc, et d'ailleurs je remercie, alors je ne sais pas si je vais retrouver son nom, attendez, je vais essayer de le retrouver parce que j'ai fait un appel à l'aide sur Twitter et quelqu'un m'a soufflé cette idée-là, donc je vais le retrouver pour le citer ici. C'est Nathan Dufaux, qui m'a gentiment signalé que Minio prenait en charge aussi FTP. J'avais testé Minio et je l'utilise en local quand j'ai besoin de travailler avec du stockage objet, mais j'avais jamais expérimenté avec FTP. Et donc là, en fait, si on recherche ici FTP, vous allez voir qu'on a des choses et effectivement, on peut configurer le protocole FTP à l'intérieur d'un serveur Minio. Donc ça, très intéressant. Et donc, du coup, bah, ça me permettait pardon, de résoudre exactement cette problématique-là, d'avoir une patte
FTP, une patte S3, sans avoir, et vous allez le voir, à faire toute une machine à gaz. Comment est-ce qu'on va fonctionner? On va déployer Minio avec Docker, on va faire tout ça en local, vous allez voir que ça va se passer tout en douceur. Je vous passe les détails sur Docker ici, on a toute la documentation qui est relativement complète. Et de mémoire, vous pouvez aller voir, tac, je crois que c'est sur la page Docker ici. Vous avez, non, ça c'est pour installer Docker, c'est pas ce qui nous intéresse. On a Docker, je sais plus où, mais j'ai récupéré un Dockerfile, alors je sais plus où est-ce que c'était. Sur la documentation, où est-ce que je vais vous retrouver ça? Ouais, je sais plus comment j'ai trouvé ça, probablement en faisant une recherche toute bête, sur Google où j'ai dû faire, on va y arriver, hein, Minio, Docker Compose. Hop, Docker Compose. Voilà, ici sur le site de Minio. Voilà, parfait. C'est exactement ça que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré ce fichier Docker Compose, euh, qui est plus complexe que ce que j'ai besoin, parce que là, il lance une multi-instance avec 4 conteneurs qui font tourner 4 instances de Minio. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. On va simplifier le Docker Compose. Et il utilise aussi un fichier de configuration Nginx que là, on va bien utiliser puisqu'on va en avoir besoin. Puis vous allez voir qu'on va modifier un peu la configuration pour pouvoir ouvrir l'accès en FTP. OK? Donc, j'ai un VS Code qui est ouvert ici. On va sans plus attendre se créer un fichier, donc on va l'appeler Docker Compose. Alors je crois même d'ailleurs on peut l'appeler juste compose.yml maintenant. C'est la nouvelle nomenclature, on peut l'appeler juste compose.yml, il n'y a plus besoin de mettre Docker Compose. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la totalité de ce fichier-là, hop, et on va venir le simplifier. Donc là, je copie-colle uniquement ce qui provient de la documentation. Et comme vous le voyez, il y a Minio 1, Minio 2, Minio 3, Minio 4. Nous, on va garder juste le 1, pas la peine d'en lancer trop en parallèle. Pareil pour les volumes, tout ce qui est data 1, 2, enfin le 1, on garde. Tout ce qui est 2, 3, 4, ça dégage. Ensuite, il y a une petite modif à faire, c'est ici. Vous voyez que là, il y a une syntaxe un petit peu particulière. Nous, on va juste avoir le Minio 1 à exposer, donc tout le reste, ça part. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Là, je crois qu'on n'est pas trop mal. En termes de conf, on est pas mal. Ce qu'on va faire, vu qu'on est en environnement de dev, on va activer ici les variables d'environnement qui permettent, hop, enfin de paramétrer pardon, l'utilisateur root par défaut. Donc on va mettre menu admin. Évidemment en prod, il ne faudrait pas faire ça. Mais là pour l'expérimentation, on va faire ça comme ça et ça va tout à fait fonctionner. Maintenant, il nous faut récupérer le fichier nginx comme je vous le disais. Donc ici, hop, si on va ici, on a le fichier de conf nginx.conf. Donc on va juste copier hop, le nom du fichier, on va le mettre dans notre répertoire, nouveau fichier nginx.conf. Alors pourquoi on le copie? Regardez, dans le fichier compose, il doit monter un volume ici dans la configuration d'nginx. D'ailleurs, voyez ici, hop, il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces dépendances-là. Et il vient charger la configuration de nginx. Donc là, nous, on va récupérer la configuration qui nous est proposée sur le dépôt GitHub de Minio. On ne va pas l'inventer, on ne va pas s'embêter, on va copier-coller ça. Voilà, et on va devoir le modifier parce que je suppose qu'il fait référence aux autres instances ici, puisqu'il faisait load balancer finalement entre les différentes instances de Minio. Donc hop, on l'enlève. On le voit qu'il faisait d'ailleurs le load balancer sur plusieurs ports. On va en reparler tout à l'heure, mais Minio fonctionne avec plusieurs ports. Le port 9000 qui est le port par défaut quand on va vouloir l'utiliser en mode S3 et le port 9001 quand on va vouloir accéder à la console d'administration. Donc là, nous, on a juste besoin de load balancer juste sur une seule instance. Donc on enlève les anciennes qui ne servent plus à rien et le reste on n'a pas besoin d'y toucher. Ça, c'est pas mal. À partir de là, je crois qu'on a déjà notre configuration qui est prête à fonctionner. Alors peut-être qu'on peut prendre un petit peu le temps de la détailler pour que vous puissiez bien la comprendre. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la syntaxe des fichiers compose, maintenant il faut plus dire Docker Compose, je pense qu'on peut dire juste compose. Version 3.7, bon ça c'est pour signifier la version, je crois même, mais à vérifier qu'on n'est même plus obligé de le spécifier. Bref, ici on définit une espèce de template qu'on va appeler après avec des ancrages. Vous voyez cette nomenclature là un petit peu spécifique, ça fait référence à ça qui est un ancrage. Ok. Donc ici qu'est-ce qu'on fait?
on va chercher l'image Docker qui nous intéresse. Donc là, sur la doc de Minio, vous voyez qu'on a une version qui date du 20-11-2023. Ensuite, il y a une commande qui va être exécutée au démarrage du conteneur. Donc là, on lui dit, bah, écoute, tu démarres, serveur, et ta console adresse, donc ton adresse, ta console web, tu vas la démarrer sur le port 8001. Et je te donne ici les différents services. Et ici, ça va être Minio 1. Donc le nom du service, c'est Minio 1. Donc il va répondre à ce nom-là. Et il y a deux volumes, Data 1 et Data 2, sur lesquels les données seront dupliquées pour qu'il y ait un stockage sur plusieurs volumes. Mais ça, vous n'avez même pas à vous en occuper, hein, c'est Minio qui fait ça pour vous. Ensuite, on lui dit, ben, expose les ports 9000 pour S3 et le port 9001 pour ta console d'administration. Là, on définit les variables d'environnement qui permettent d'avoir un accès à un compte par défaut, mais on pourrait faire autrement. Et ensuite, là, il y a toute la partie health check. Je vais passer rapidement là-dessus, mais ça permet au conteneur de s'assurer qu'il est toujours en vie. Et donc, ça permet, vous voyez, qu'on voit qu'il teste toutes les 5 secondes. Si un timeout de 5 secondes, bah, il va réessayer plusieurs fois. Bref, ça permet de vérifier que le conteneur est bien vivant et démarré. Ok, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Ici, finalement, on déclare donc le premier service qui s'appelle Minio 1. On fait appel à ce template, je ne sais pas si c'est le terme exactement, mais on appelle tout ce contenu-là. C'est comme si on le copiait-collait ici, en fait, hein, ça revient exactement au même. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit hostname, on lui donne son nom Minio 1. D'ailleurs, je pense qu'on est même presque peut-être même pas obligé de le mettre parce que par défaut, il me semble que Docker Compose, il prend le nom du service comme nom DNS de ce conteneur à l'intérieur du Docker Compose. Mais on va pas rentrer dans les détails, c'est peut-être un petit peu trop pointu pour ceux qui découvrent Docker Compose. Pour ceux qui l'utilisent au quotidien, ben, évidemment, vous connaissez ça parfaitement. Et là, on a les deux volumes qu'on fait persister en dehors du conteneur. Donc le volume qu'on appelle data 1-1, data 1-2, qu'on déclare ici en bas, c'est ce qui permet de les faire persister en dehors du conteneur, ce qui fait qu'on ne perd pas les données quand on redémarre le conteneur, etc. etc. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais avoir un problème, puisque comme j'ai préparé cette vidéo, eh bien, ils doivent exister. Donc on va essayer de les retrouver ici. Est-ce que je vais les retrouver facilement? Là, ok. Donc là, on va le supprimer celui-ci. Hop. Euh, Forcer la suppression. Ah, il veut pas. Ok, bon, c'est pas grave. Vous allez voir ce qu'on va faire. Hop, on va les renommer parce que sinon on va être embêté. Donc on va l'appeler data-1 et data-1-2. Ok, donc ici on va répliquer ça. Bon, c'est juste pour pas être embêté, hein. Parce que comme j'ai préparé la vidéo, bah, du coup forcément, les volumes existaient déjà, on serait retrouvé avec les données de mes essais de tout à l'heure. Donc ça n'a pas grand intérêt. Donc ça, c'est pour la description du premier service. Ensuite, on a le deuxième service ici, NGINX. On démarre la version de l'image, donc NGINX version 1.19.2 Alpine. On lui donne un nom, NGINX. Avec le volume, on lui charge sa configuration et on expose en dehors des conteneurs le port 9000, bien sûr, et le port 9001. Et on lui dit à NGINX, ben toi, tu dépends de Minio 1. Ça veut dire que tu dois d'abord t'assurer que lui, il est démarré et il est vivant. Et une fois que c'est bon, eh bien, tu peux démarrer NGINX. OK? Donc, eh bien, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre. Hop, si on fait un Docker Compose up-d, vous voyez qu'il a bien créé notre network, créer nos différents volumes, créer nos conteneurs. Et là, logiquement, si on va dans notre navigateur et qu'on fait 127.0.0.1 sur le port 9001, on va avoir, vous allez le voir, la console web qui nous permet d'administrer notre version de Minio. OK, donc là, ben, pour se connecter, il suffit de prendre les identifiants qu'on a mis dans le Docker Compose. Donc là, c'est Minio admin, hein, on est vraiment en mode découverte, ne faites pas ça en production. Je mets ça ici et je me log. Et là, on voit bien que je me suis connecté à mon instance, il n'y a pas de bucket, il n'y a que les policies, on va en reparler tout à l'heure, par défaut. Il n'y a pas de user, il n'y a pas de groupe. Voilà, on est sur une instance vierge. Maintenant, on va vouloir activer le FTP. Alors, je vous passe les détails dans la doc, on va aller directement droit au but. Pour activer le FTP, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très intuitif. C'est qu'il faut
En fait, par défaut, c'est pas une fonctionnalité qui est activée parce qu'il considère à juste titre, ceux qui, travaillent chez Mignot, que le FTP, eh bien, c'est pas forcément, un truc, qu'on a envie d'activer par défaut. Parce que, ben, comme je vous le disais, c'est vieux, c'est, pas forcément ce qu'il y a plus de safe. Donc il faut qu'on vienne l'activer de manière explicite. Donc dans la commande, au moment où le conteneur démarre, ici, on va lui rajouter d'exécuter cette commande-là. Vous voyez, on lui dit, eh bien écoute, tu vas démarrer le FTP sur l'adresse suivante, et je ne mets pas d'adresse en particulier. Donc il va prendre toutes les adresses du conteneur, peu importe lesquelles, auxquelles il va répondre en fait, et il va exposer le FTP sur le port 8021. Donc là, il va falloir qu'on fasse une chose particulière, c'est qu'on expose ici le port 8021 et surtout qu'on fasse en sorte d'exposer ce port en dehors de Docker. Parce que là, pour le moment, on est à l'intérieur de Docker. Et si on est à l'extérieur des conteneurs, on n'y accédera pas. Nginx, c'est un load balancer. En tout cas, on s'en sert comme load balancer pour du HTTP. Il ne fera pas load balancer dans ce cas-là pour le FTP. Donc, on va devoir directement ici dans notre service Minio 1 mapper le port, ok, en faisant port ici. Et on va mapper, alors là il est sympa, il nous donne le port 9000, mais nous on va le faire uniquement sur le port, on a mis quoi 8021. Ok, donc le port 8021 ici. De telle façon qu'en dehors du conteneur, eh bien, le 8021 sera bien mappé et on aura bien notre service FTP qui va répondre sur ce port-là. Ok, donc là on va redémarrer encore une fois notre ensemble. Vous voyez qu'il détecte bien les changements, donc il a recréé les conteneurs, il les a redémarrés. Et logiquement, on pourrait accéder au log. Alors, je ne sais pas si avec Lazy Docker, je peux accéder au log. Je pense que oui. Hop. Tac. Tac, tac. Hop. Ok. Je sais pas comment faire. Je crois que je peux y aller comme ça, en fait. Statistiques, enregistrement. Oui, voilà, c'est bon. Vous voyez qu'on a ici accès directement au log. Donc ça, c'est quand même très, très pratique. Je l'avais sous les yeux. Je ne trouvais pas. Donc là, c'est les logs du conteneur, hein. On les a directement avec un petit outil en ligne de commande très pratique qui s'appelle Lazy Docker. Et donc là, il me donne directement le contenu des logs. Donc il me dit que, attention, j'ai utilisé les credentials minuadmin, c'est pas une bonne idée, etc. Évidemment, on est en prod, donc on n'est pas en prod, je veux dire, on est en dev, pas de problème. Il nous dit surtout, c'est ça qui nous intéresse. Ici, eh bien, j'ai bien démarré S3 l'API S3 sur le port 9000. J'ai bien démarré la console sur le port 9001 et j'ai bien démarré le serveur FTP. Il est à l'écoute sur le port 8021 ici. Donc ça, c'est vraiment très cool parce qu'on voit bien ici que ben on a bien l'ensemble qui démarre. OK. Donc là, ben maintenant, on va s'occuper un petit peu de la partie administration de notre instance. On va imaginer qu'on a un service qui s'appelle test, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et on va créer des groupes. Un groupe test, un utilisateur test qui a accès au bucket test. Ok. Donc je vais dans bucket ici, je vais faire create bucket, je vais l'appeler test, on va même faire test 1, hein, vous allez voir que ça va être intéressant pour nous plus tard. Donc je l'appelle test 1, je change pas les autres options, je laisse tout par défaut. Voilà, donc là on a test 1, j'ai rien spécifié ici de particulier. Ok. Ensuite, on va aller dans Policies. On va créer une policy spéciale pour le test 1. On va l'appeler test 1 ici. Et là où c'est particulier, c'est qu'il va nous falloir ici écrire des policies au format JSON. Donc je ne vais pas aller très loin dans l'explication là-dessus. Vous pouvez aller lire la documentation sur AWS IAM Policy Syntax. C'est vraiment une syntaxe que vous allez retrouver facilement sur Internet. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier-coller une syntaxe que j'avais préparée pour gagner un petit peu de temps. On va l'expliquer, hein. Je vais peut-être zoomer un peu d'ailleurs pour vous l'expliquer. Donc ici, je crée une syntaxe. Bon, d'ailleurs, la version, bon, on va tout laisser par défaut, hein. Je lui dis quoi? Je dis l'effet de cette policy, tu vas allow, ok? Tu vas allow quoi? Ben, voilà la liste des actions S3 que j'autorise. Donc là, grosso modo, j'autorise tout sur le bucket, hein, de lister le bucket, de d'upload, de récupérer des objets, de supprimer des objets, de récupérer la liste des buckets, bref, on a un accès bien complet. Et ici, j'explique le scope de cette policy. Et donc, je lui dis, tu vas te limiter au bucket test 1 et
tout ce qu'il y a en dessous de test 1, donc slash étoile, comme ça, vous avez accès à la totalité. Ok. Donc ça, c'est une policy qui est open bar, mais qui limite à test 1. Donc on va créer ça comme ça. Donc là, on a créé notre policy test 1. Maintenant, on va se créer un groupe d'utilisateurs qu'on va appeler test 1. Vous avez compris maintenant, hein. On va l'appeler même groupe test 1, histoire que ça soit peut-être un petit peu plus lisible. Donc groupe test 1, ok. Et si je rentre dans ce groupe-là, policy, je vais lui appliquer la policy, hop, test 1. Voilà, je dis que tous les membres du groupe test 1 auront la politique test 1. Ah oui, alors attendez, c'est quoi le truc? Group body, hop. Alors attendez, je crois qu'il aime pas le nom du groupe. Hop, on va le faire péter. On va l'appeler juste comme ça, test 1. Voilà. Voilà, test 1. Hop, policy. On fait cette policy. Je choisis test 1 ici et je fais save. Voilà. Donc il n'aime pas les espaces. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On peut créer le groupe, mais quand on applique les policies, il n'aime pas ça. Donc là, logiquement, regardez, si je vais voir mon bucket, test 1, et que je vais dans l'onglet Access, je vais voir que dans User, pour le moment, il n'y en a pas. C'est normal. Par contre, au niveau des policies, je vois bien toutes les policies qui sont liées à ce bucket-là. Donc, il y a toutes les policies de base et il y a test 1 qu'on vient de créer. C'est surtout celle-là qui va nous intéresser. Donc, maintenant, on va se créer un user. On va l'appeler user underscore test 1. OK. Le mot de passe, ça va être user underscore test 1. Vous allez voir qu'il est important ce mot de passe. Il est important pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous servir pour le FTP tout à l'heure. Là, on lui assigne aucune policy en direct. On ne veut pas faire ça. On veut lui dire qu'il fait partie du groupe test 1. Et là, je fais save. OK. Donc là, on est pas mal. Là, on est vraiment pas mal parce que regardez, si je vais voir mon bucket ici, que j'ouvre mon bucket, que je vais dans Access User, cette fois-ci, je retrouve bien mon utilisateur. Donc là, je vois bien que actuellement, j'ai mon utilisateur user underscore test 1 qui est en capacité d'accéder à mon bucket. Maintenant, comment est-ce qu'on va tester la partie S3? Eh bien, pour S3, on va aller dans le user en question et on va lui créer un service account. Et on va lui générer une access key. Donc là, on va faire create access key. Ici, on laisse tout par défaut, on ne modifie rien en fait. Et on va surtout, à l'écran suivant, très important, bien noter ces informations-là parce qu'on ne les aura plus jamais. Et ces informations-là, elles servent à quoi? Elles servent à paramétrer le client S3. Ok, donc moi, je vais utiliser la ligne de commande AWS CLI. Hop, et pour ça, je vais aller éditer. Comme vous le voyez ici, hop, je vais ouvrir ça dans un éditeur de code, comme ça vous verrez bien la totalité. J'ai tout nettoyé avant. Donc là, on a deux fichiers en fait qui sont dans un répertoire alors sous Linux en tout cas, dans votre répertoire de profil, un sous-répertoire .aws. Il y a deux fichiers intéressants. Il y a un fichier credential dans lequel on va venir stocker les credentials. Donc je vais aller les copier-coller. Donc là, l'access key, ok, je vais la mettre ici. Hop, voilà. Et la secret key. Hop, alors là, vous pouvez les copier-coller, ça sera en local, donc elles n'ont absolument aucune utilité en dehors de mon poste. Vous voyez qu'ici, je mets bien local minio, ok. Et ensuite, dans config ici, on va configurer un profil qu'on appelle local minio ici. La région par défaut, lorsqu'on utilise minio, c'est US-east-1, ça n'a pas grande importance. Et enfin, on lui dit, ton endpoint URL, on va lui préciser que c'est http://127.0.0.1.9000. OK? Donc ça, c'est ce qui... Alors, je ne sais pas pourquoi sur mon poste, vous allez voir qu'on va être obligé de répéter le endpoint. Il n'arrive pas à lire cette configuration, mais bon, bref, je crois que j'ai un problème de version de ma version de la CLI AWS, mais c'est un détail. Donc là, logiquement, avec ces deux paramétrages, je suis censé être capable, depuis ma ligne de commande, d'accéder et de lister les contenus de mon conteneur qui s'appelle test 1. OK? Donc là, j'ai préparé une commande qu'on va tester ensemble tout de suite. Hop, elle est là, je vais la copier-coller et je vais la coller ici. Cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez voir, c'est très simple. Je lance la commande. Alors, est-ce que je peux faire ça? Oui, voilà. Je lui dis AWS. J'utilise la ligne de commande AWS. Je charge le profil local minio, ce qui me permet de récupérer mes clés, mes credentials, donc ma clé publique et ma clé privée.
Je lui dis que j'utilise l'outil S3 et que je vais vouloir faire un ls. C'est-à-dire je vais vouloir lister le contenu de mon bucket. Je lui précise mon bucket. Moi, je lui dis c'est test 1. Comme je vous le disais, moi, je suis obligé de le repréciser dans la ligne de commande. Je vais mettre ici le endpoint sur lequel je veux faire la manipulation. Donc là, si je fais Entrée, il ne me liste rien, c'est normal, puisque je n'ai aucun fichier pour le moment. Donc, eh bien, on va se copier-coller, enfin, on va copier, envoyer plutôt un fichier vers le S3, toujours en ligne de commande. Donc là, je copie-colle la commande, pardon, et on va copier, hop, je vais juste modifier ma ligne de commande ici, voilà. On va, le début de la commande, c'est pareil, hein, donc local minio S3, donc j'utilise mon profil local minio, je lui dis que je vais faire du S3CP, donc je vais vouloir copier, et là, je lui dis le fichier que je vais copier, donc notre fichier compose.yml, et je vais l'envoyer vers le bucket test1, et il va s'appeler test2.yml. Alors, on va peut-être l'appeler test1, ça sera plus simple. Voilà. Et enfin, le endpoint. Donc là, si je fais entrer, vous voyez qu'il me dit bien upload, pas de problème. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer qu'ici, il y a un explorateur de bucket. Je peux aller voir le bucket 1. Il rafraîchit et on voit bien qu'il y a effectivement le fichier test1.yml qui a été upload ici. Alors si on fait preview, blablabla, bon, il ne sait pas lire, il sait pas lire ces types de fichiers, mais ce n'est pas très important. Donc là, c'est nickel. On voit bien qu'il y a le fichier. D'ailleurs, si je le delete ici, on peut le deleter par là, et qu'ici, je reliste mon répertoire, il n'y a toujours rien. Par contre, si je l'upload et que je reliste ici, pas de problème, j'ai bien mon fichier YAML qui est ici. Maintenant, il faut qu'on vérifie, est-ce que en FTP, j'accède bien à ce bucket. Donc, j'ai lancé ici un client FTP très connu que vous connaissez tous, qui s'appelle FileZilla. Donc, je vais le paramétrer 127.0.0.1, donc localhost. Le nom d'utilisateur, rappelez-vous, c'était, je vous dis rappelez-vous, mais est-ce que moi je me rappelle comment je l'ai appelé? User test1, ok. Donc user underscore test1, hop, et le mot de passe, c'est la même chose. Et notre port, rappelez-vous, c'était le port 8021. Et là, si je me connecte, pas de problème, je vois bien le bucket test1. Et je vois bien le fichier ici YAML. Et d'ailleurs, je peux à tout moment télécharger. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va mettre le bazar. Est-ce que ici, hop, hop, hop. Voilà, ici, je peux très bien lui dire, écoutez, hop, j'envoie un autre fichier ici. Pourquoi je ne peux pas l'envoyer? Bizarre. Téléversé. Voilà, là je viens d'envoyer le fichier ngnx.conf, peu importe. Hein. Donc regardez, ici, si je liste, je vais bien avoir mes deux fichiers. Donc ça fonctionne bien. J'ai bien d'un côté accès avec S3 et de l'autre accès avec le FTP. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est si je change la policy. Regardez ce que je fais. Je vais créer un deuxième bucket. Je vais l'appeler test2. Ok, je crée un bucket test2. Parfait. Et je vais dans ma policy ici et dans test 1, je dis que en fait, ils n'ont plus que accès, raw policy ici, à test 2 et test 2. Ils n'ont plus accès à test 1, ils ont accès à test 2. Regardez, si je fais save, pas de problème, et que je fais les mêmes commandes ici, je vais me faire jeter. Ça va me dire access denied. Je n'ai pas le droit de faire un listing ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je peux faire une copie ici, ça va également échouer. Donc ça veut dire que les policies s'appliquent bien. Maintenant, il faut vérifier que ici, ça fonctionne bien aussi. Alors, est-ce que je peux faire un actualiser? Vous voyez ici, impossible de récupérer le contenu. Ça me dit quoi? Je n'ai plus le droit d'accéder à test 1. Par contre, ici, est-ce qu'il est capable d'aller chercher le bucket test 2? Voilà, ici test 2, on voit bien que j'ai accès à test 2. Donc ça fonctionne bien. Je peux envoyer ici les fichiers, pas de problème. Vous voyez que j'envoie ça dans le bucket numéro 2. Et si je modifie ma commande ici pour lui dire, en fait, je veux que tu me listes les fichiers du bucket test 2, nickel, j'ai bien accès à mes fichiers. Donc, on récapitule parce qu'on est allé très vite. En moins d'une demi-heure, on a mis ça en place. Mais vous voyez qu'on peut faire des choses hyper intéressantes avec cet outil Minio. Qu'est-ce qu'on a fait? On va essayer de reprendre un petit peu point par point. Le cœur du réacteur, c'est ce fichier Docker Compose qui lance grosso modo deux conteneurs. Un conteneur qui exécute Minio, un conteneur qui exécute Nginx. On pourrait même
En vrai, regardez ce qu'on peut faire. On peut même virer NGINX, on va simplifier le truc et on va, pour le mode dev, hein, et on va faire ça comme ça directement. Regardez, on va redémarrer, hop, hop, le Docker Compose. Euh, hop, alors attendez, ce qu'on va faire, hop, lui, on va le quitter. Hop, je vais quitter NGINX. Voilà. Hop, hop, quitter. Hop, et on va redémarrer ça ici. Qu'est-ce qui se perd? Ouais, non, c'est bon, je pense. Est-ce qu'on a accès toujours ici à notre console? Oui, on a bien accès à notre console. Donc on peut même faire plus simple en vérité, hein. On n'est même pas obligé d'avoir NGINX dans le cas qui nous intéresse. Est-ce qu'ici, si je fais un F5, ça marche toujours? Oui, bah oui, de toute façon, un FTP, c'est sûr, ça marche toujours. Est-ce que je vais vérifier, c'est si l'accès S3 fonctionne toujours comme ça? Hop, si je liste, ouais, pas de problème. Donc en fait, j'aurais dû y penser plus tôt, hein. On peut faire ça beaucoup plus simple, en tout cas en mode dev. C'est on lance juste un seul conteneur, le compteur Minio. On lui expose le port 8021 pour le FTP, 9000 pour S3, 9001 pour l'interface graphique. Ce qui est important, c'est la manière dont on le démarre. C'est dans commande ici, on vient rajouter le "-ftp" et on précise le port sur lequel on veut l'exposer. Là, j'ai mis 8021, mais vous avez compris qu'on peut mettre exactement ce qu'on veut. Finalement, la config nginx ici, plus besoin, on peut la supprimer. On n'en a plus besoin, on a vraiment simplifié ça au maximum. Je vous passe les détails sur les volumes, tout ça, on l'a vu ensemble. Une fois qu'on a démarré notre Minio, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'interface graphique, on a créé des buckets, test 1 et test 2. Ensuite, on a créé une policy, on l'a appelée test 1, mais vous pourrez évidemment l'appeler avec des noms beaucoup plus intéressants. Et dans raw policy, ici, on a écrit les règles qu'on voulait appliquer. Et en gros, on autorisait ici tout, hein, tout, lister, supprimer, tout ce qu'on peut faire avec S3 quasiment, hein. Alors, je ne connais pas toutes les commandes, mais là, il y a les essentiels pour faire ajouter, suppression, lister, etc. Et on a ciblé les ressources sur lesquelles on voulait appliquer la policy. Test 2, et c'est sous fichier, sous répertoire. Ensuite, on a créé un groupe qu'on a appelé test 1, à qui on a appliqué cette policy. Logique. Okay, donc là, on retrouve bien la policy. Et évidemment, dans ce groupe test 1, on a mis des membres, user test 1, et c'est ce pardon, user test 1 qui accède bien à notre bucket. D'ailleurs, avec la modification qu'on a fait, si je vais dans test 1 ici, access user, il n'y a plus personne. Si je vais dans le test 2, access user, on voit bien que mon user test 1 y accède puisque j'ai fait le nécessaire. Ok. Donc bon, ben voilà, hein, vous avez vu qu'on peut facilement, rapidement mettre des choses très intéressantes pour relier deux mondes, l'ancien monde et, entre guillemets, le nouveau monde S3. En tout cas, si vous avez besoin de créer des ponts entre des applications de différentes générations, que vous avez des choses qui sont legacy, parce que j'entends souvent, il faut faire du S3, il faut faire du S3. Oui, mais la vraie vie, c'est qu'on ne peut pas toujours faire du S3. Alors sachez qu'avec Minio, vous pouvez également faire du SFTP pour sécuriser quand même le FTP. Mais là, dans mon cas, moi, c'était vraiment FTP qu'il me fallait. Si vous voulez le détail, probablement que ce FTP ne sera pas, enfin c'est pas probablement, c'est une certitude, ne devrait pas être utilisable via Internet. Il faudrait que vous passiez via d'autres connexions, VPN ou des choses comme ça, pour vraiment sécuriser la chose. C'est un détail, mais faites attention avec du FTP basique comme ça directement sur Internet. C'est pas un protocole qui est sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vos identifiants passent en clair. Donc si quelqu'un met une sonde entre vous et le FTP, il devrait être en capacité de récupérer vos identifiants. Donc, prudence. De la même façon, certains l'auront probablement aperçu, on utilise S3 ici en mode HTTP. Pareil, les credentials passent en clair. Donc, pour la production, il faut passer en HTTPS, évidemment. Là, on ne l'a pas fait pour des questions de praticité pour la démonstration, mais pensez bien à ce genre de choses. Et plein d'autres considérations encore, si vous voulez passer en production, pensez bien backuper les données, tout blinder au maximum, etc. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et évidemment, on n'a exploré qu'une toute petite partie de Minio. Comme vous le voyez, c'est un outil qui est absolument incroyable. Il y a du monitoring, il y a des logs, il y a des événements. Enfin bon, bref, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si on va voir ici. Est-ce qu'on peut voir
Est-ce qu'on peut voir des choses ici? Tac, tac, tac. Est-ce que, je ne sais pas s'ils sont activés de base. Vous voyez, j'ai pas même pas testé ça. Minio, si je start, ah oui d'accord, faut lancer, d'accord. Heu Est-ce que si je fais comme ça, hop, que je lance les logs et qu'ici je fais, hop, un truc comme ça, est-ce que je vois passer quelque chose? Non. Bon, vous voyez, j'ai pas, réfléchi enfin, j'ai pas exploité, particulièrement ces choses-là. Donc là, vous voyez qu'on peut brancher un Prometheus. Bon, là, c'est pas le cas, on l'a pas branché. Bref, vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez faire de la réplication aussi, donc ça peut être, intéressant, si vous avez envie de blinder encore une fois vos données. Et puis aussi très intéressant, j'en ai pas parlé, mais lorsqu'on est sur les identités, vous pouvez vous brancher avec le protocole OpenID sur d'autres systèmes d'authentification et vous brancher sur un LDAP, donc quelque chose qui peut vous fournir des comptes. Si dans votre entreprise vous avez déjà un annuaire LDAP avec vos utilisateurs, bah, vous pouvez directement venir les récupérer ici. Donc c'est aussi un gain de temps très agréable et pour vous et pour vos utilisateurs. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous présenter. J'espère que ça vous a intéressé. On change un petit peu, on ne fait pas toujours du développement, hein. D'habitude, on parle beaucoup de Symfony sur la chaîne, mais j'avais envie de vous partager aussi certaines choses qui m'occupent dans mon métier, hein. C'est à peu près la moitié de mon temps. Je fais du développement et l'autre moitié de mon temps où je m'occupe de mettre en place ce genre de petites briques d'infrastructure, parce que, ben, il y a plein de cas d'usage où c'est très intéressant d'avoir ce genre de choses-là et c'est pas du dev, mais c'est, bah, je sais pas comment on va nommer ça, mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant de travailler sur toutes ces thématiques. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je serais très curieux aussi d'avoir vos retours d'expérience si vous utilisez Minio en production. Je ne l'ai pas dit, mais si vous n'avez besoin que de S3, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser des versions managées. Ça coûte vraiment rien en termes de prix, pour le stockage, sauf si vous avez vraiment beaucoup, 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 beaucoup de données. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de manager une instance de Minio, la backuper comme il faut, la sécuriser comme il faut, versus quelque chose qui est managé pour vous? Vous pouvez trouver des choses en France, hein. On a fait une vidéo en partenariat avec Levia il y a quelques semaines. Il y a Scaleway qui le propose. Il y a, bon bref, tout le monde vous propose du S3, pas que Amazon d'ailleurs. Donc voilà, il faut se poser la question, mais c'est pas certain que ça soit pertinent de le faire vous-même, sauf si vous avez des contraintes très fortes de propriété de la donnée. Allez, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, bon café. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder ces vidéos le samedi matin avec un petit café. Profitez bien et moi je vous dis à très bientôt. Salut.